La génération qui a été voir Easy Rider, le fameux film de Dennis Hopper, est le porte-étendard, le film porte-étendard d'une génération qui avait soif de liberté. L'intention est bonne peut-être, mais bon, après avec tous les dérives que ça mène, notamment au niveau de la drogue. Vous savez, Hollywood a été créé surtout par des libéraux, c'est-à-dire par des acteurs, on pourrait dire des acteurs, producteurs, réalisateurs de centre-gauche, progressistes, déjà à l'époque, pas des conservateurs. Mais c'est vrai que l'idéologie est tellement présente qu'en fait que les personnages en soi, je les trouve pas assez profonds et ils sont plus là en fait pour justifier, pour incarner en fait des idées sociétales, politiques, que vraiment des personnages avec une psychologie profonde, comme on aimerait voir dans un film, je pense. Le cinéma peut-il être un outil de propagande ? Est-il possible que des producteurs acquis à des idéologies particulières aient la capacité, grâce à des techniques de production et de narration élaborées, de promouvoir de façon subtile des théories et des idéologies susceptibles d'exercer une influence sur les spectateurs et modifiant ainsi progressivement les mœurs et les conceptions de nos sociétés ? Pour discuter de cette question, nous accueillons aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève un journaliste spécialisé dans le divertissement artistique, Monsieur Ryan Shelbany. Bonjour Monsieur Shelbany. Bonjour. Vous êtes actuellement journaliste pour le média suisse Le Peuple, un média indépendant qui porte un regard à contre-courant sur l'actualité. Vous avez aussi été par le passé longtemps à la tête du comité du club de cinéma de l'Université de Genève, responsable de projection cinématographique et de la rédaction d'articles de fond pour la revue du club. Puis vous êtes évidemment un amoureux du 7e art, qui est à vos yeux une façon de raconter des histoires en images, mais pas seulement. C'est également un art qui, selon vos dires, en contient tant d'autres, de la littérature au théâtre en passant par l'architecture et la musique. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'idéologie au cinéma. Avant de nous concentrer sur l'industrie cinématographique française, on va se plonger dans un premier temps dans le cinéma d'Hollywood et dans le rôle essentiel qu'il a joué dans la propagation d'idées au niveau international. Il est indéniable que les films d'Hollywood dominent l'industrie cinématographique internationale. Et même si les films américains représentent moins de 10% des films qui sont produits dans le monde, eh bien, selon une étude de l'université de Queensland, les films hollywoodiens recevraient 70% des projections cinématographiques mondiales. Alors, est-ce que, Monsieur Shelbany, vous pourriez nous éclairer un peu sur la façon dont le cinéma américain a marqué l'histoire par le passé, mais également sur la façon dont aujourd'hui il modèle les opinions et les perceptions des gens? Il faut savoir que le cinéma américain, depuis au moins les années 1920, a défini en fait les standards en termes de narration. Autrement dit, il a bien, on va dire, déterminé la façon dont il fallait raconter une histoire. Et même si le cinéma est plutôt né en France, donc à la fin du 19e siècle avec les frères Lumière et Georges Méliès, il est vrai que ce sont les Américains qui ont vraiment donné l'impulsion d'être, on pourrait dire, un divertissement de masse. La raison pour laquelle il est si imposant aussi, c'est que Hollywood, en fait, donc ce qu'on appelle l'usine à rêve, est né dans les années 1920, à la suite d'un exode, en fait, de plusieurs propriétaires de salles qui voulaient fuir, en fait, la pression de la concurrence à New York. Il faut savoir que Thomas Edison, donc le fameux inventeur de l'ampoule électrique, la fameuse ampoule, en fait, avait inventé le kinétoscope. Le kinétoscope, c'est quoi? En fait, c'est le cinéma en une image, si on peut dire, prévu pour un individu. L'individu devait mettre ses yeux dans cet engin. Et en fait, c'était des carrés qui se succédaient, qui racontaient une histoire. Mais c'était pas pour un public, n'est-ce pas, comme on connaît aujourd'hui. Donc, quand plusieurs acteurs, notamment les frères Warner, en fait, qui venaient de Pologne, donc la Warner Bros, on la connaît aujourd'hui, avaient commencé justement à proposer du divertissement, en fait, Thomas Edison, jaloux en fait des potentiels revenus que cette industrie naissante pouvait susciter, a décidé de fédérer, si on peut dire, d'autres acteurs du marché pour pour faire pression en fait sur ces d'autres acteurs naissants comme les frères Warner ou comme les créateurs de Columbia, Fox, etc. Vous savez, les grands studios, les majors, comme on les appelle. Et cette pression a eu pour conséquence l'exode de ces producteurs en Californie. Et c'est là qu'est parti un peu, disons, le cinéma américain et qu'ils ont commencé à influencer, disons, le monde. Et concrètement, comment est-ce que, dans leur façon de produire des films, ils ont influencé les consciences, les façons de penser au cours du temps?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, notamment par l'intermédiaire de David Griffith, donc qui est vraiment un des pères du cinéma, en fait, qui a inventé le montage, c'est-à-dire qui a vraiment codifié la façon dont les images devaient se succéder pour raconter une histoire claire et cohérente pour le spectateur. C'est celui qui a créé Naissance d'une nation et Intolérance, parmi ces deux films les plus célèbres. Bon, Naissance d'une nation poserait probablement aujourd'hui parce que ça décrit les Noirs d'une manière, on va dire, problématique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'ils sont vus d'une manière controversée pour le public actuel. Mais bon, c'était l'époque. Et donc lui, il a vraiment contribué à standardiser le langage cinématographique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, donc lui, comme Charlie Chaplin, aussi à la même époque, parce qu'on oublie aussi Chaplin, mais Chaplin, c'est aussi un des inventeurs du cinéma, mais lui, il a excellé surtout dans le burlesque, je me souviens bien, dans la comédie, critique sociale aussi. Il y avait vraiment cet aspect de critique sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le burlesque, le western, en fait, est un des genres fondateurs du cinéma hollywoodien, pardon. C'est vraiment les deux genres qui étaient les plus plébiscités, les plus populaires, en fait, les plus produits, au final. Et il y a peut-être quelque chose qui a marqué un tournant, je pense, parce que pendant, disons, un certain temps, il y a eu des normes morales au cinéma. Donc, on faisait passer des messages. Bon, là, vous évoquez par exemple le fait qu'il y avait la critique de ceux qui sont différents de nous, on mettait le blanc en avant, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a eu aussi des messages qui sont passés au niveau de la moralité. Ça avait un lien avec le catholicisme, forcément. Et en parallèle de ça, en fait, on a eu ce fameux code Hays qui a été introduit par l'industrie cinématographique en 1934 et qui permettait de régulariser les films, de perpétrer finalement la tradition, de conserver les normes morales. Et puis, il interdisait donc la glorification du crime, des comportements répréhensibles. Il promouvait le respect de la famille, le respect du mariage en matière de sexualité. Et on a eu une sorte de bouleversement parce que progressivement, à partir des années 1950, avec la révolution sexuelle, avec la pression de la télévision, l'industrie cinématographique a été progressivement poussée à abandonner le code Hays et le principe d'autodiscipline qui allait avec. Donc, comment est-ce que concrètement on a pu voir cette évolution, cette tendance, comment c'était reflété dans les productions cinématographiques à partir des années 1950? Je pense qu'il est important de parler un tout petit peu, bien sûr, j'ai pas envie de trop m'étendre au-dessus de la genèse du code Hays. Il faut savoir qu'il est pas tout de suite été concrétisé, pas tout de suite été rédigé. En fait, il est le produit d'une initiative des producteurs hollywoodiens des années 20 qui voulaient en fait éviter une censure fédérale. Et pour cela, ils ont créé une association. C'est la MPPD, en fait, qui rassemblait donc des producteurs et des acteurs, des gros bonnets, si on peut dire, du domaine cinématographique pour en fait, on pourrait dire, contrôler le type de contenu qui était réalisé, qui était offert au public. Cette initiative à l'origine n'a pas suffi parce que des films en fait, on va dire, pouvaient parfois dépeindre des femmes très sexy et à la moralité, on va dire, ambiguë, pour rester un peu neutre. Et à cause de ça, dans les années 30, début des années 30, il y avait des associations catholiques qui s'en sont mêlées pour justement imposer cette pression au niveau des mœurs. Et en conséquence de cela, le Will Hays, donc qui dirigeait cette association de producteurs, a fait appel à un journaliste catholique, en fait, qui avait formé une administration qui allait contrôler, de fait, l'application de ce code. En fait, comment ça se passait concrètement? Un script devait passer entre les mains de cette association et contrôler si oui ou non ce script satisfaisait aux différents critères moraux que vous avez évoqués tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça se déroulait. Après, évidemment, les réalisateurs aussi ont détourné le code. Par exemple, Alfred Hitchcock, le fameux réalisateur britannique qui a suivi, on va dire, dont la majorité de la carrière s'est passée aux États-Unis quand même, faisait exprès de jouer avec la durée que devait durer un baiser. Par exemple, la durée d'un baiser, c'était 3 secondes, mais lui, en fait, il a fait durer plusieurs baisers, 3 secondes à chaque fois, en fait. Donc, il a un peu détourné la censure comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est une histoire fascinante, mais on va pas trop rentrer dedans. Mais comment ça a changé, en fait, c'est parce que, vous savez, Hollywood a été créé surtout par des libéraux. C'est-à-dire par des acteurs, on pourrait dire des acteurs, producteurs, réalisateurs de centre-gauche, progressistes, déjà à l'époque, pas des conservateurs. Et on va dire que, si je peux dire, à l'origine de l'institution, il y avait une volonté de progressisme qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Quoique aujourd'hui, on va dire que c'est plus d'extrême gauche que de gauche, tout simplement. Comme en parle le journaliste Christian Toto, qui est un spécialiste de la question, qui est très intéressant.
et qui écrit beaucoup d'articles sur le sujet, sur le côté idéologique justement. Bref, comment la transition s'est faite? Il faut savoir que le public américain, qui n'allait plus trop au cinéma entre les années 50 et 60 à cause de la pression de la télévision, en fait, avait un envie, surtout les jeunes générations, avaient un envie de renouveau, avaient envie de thématiques qui parlaient plus à leurs préoccupations du moment. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la fin des années 50-60, il y a notamment la révolution sexuelle, entre autres. Faut pas oublier que les années 60 aux États-Unis sont aussi, on va dire, un moment pivot. Pourquoi? Parce qu'il y a l'assassinat de John Kennedy, quand même, 63. Un président n'avait jamais été assassiné, sauf Abraham Lincoln, auparavant, mais ça n'arrive jamais, on se l'accordera. Et en plus de ça, il y avait la guerre du Vietnam, qui faisait rage. Donc, il y avait vraiment, si on peut dire, pas un schisme, on va dire un clivage très fort entre plusieurs générations. D'ailleurs, la génération qui a été voir Easy Rider, le fameux film de Dennis Hopper, qui joue dedans d'ailleurs, qui l'a réalisé en 1969, en fait, est le porte-étendard, le film porte-étendard d'une génération qui avait soif de liberté. Bon, l'intention est bonne peut-être, mais bon, après avec tous les dérives que ça mène, notamment au niveau de la drogue. En fait, la question éternelle, c'est est-ce que le cinéma a autant que ça contribué à changer les consciences du public américain? On va se concentrer sur les États-Unis pour l'instant, public américain, ou bien le cinéma plutôt a répondu à un changement titanesque de mentalité ou un besoin de changement. Ça, c'est une question éternelle, je pense. On va dire que c'est des influences mutuelles et continues, mais je ne sais pas si on peut dire que seulement le cinéma a fait changer les consciences, je ne pense pas. Vous avez d'autres exemples de films de l'époque qui ont été un peu surprenants, qui ont bouleversé les codes à ce moment-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des années 60, mais je dirais que la décennie qui a vraiment mis le coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire, qui a vraiment fait proposer, que ce soit au niveau du contenu ou de la forme cinématographique, qui a proposé des innovations, c'est la décennie des années 70. Les exemples qu'on peut citer, c'est que bon, Easy Rider 69, donc c'est à l'aune des années 70, mais un film très célèbre qu'on peut citer, c'est L'Exorciste, de William Friedkin, qui est décédé récemment d'ailleurs. Mais ça, c'est un film où vraiment la crudité, la violence, l'obscénité même, de ce qui est décrit à l'écran a fait mouche. C'était rare. L'Exorciste n'aurait pas pu être tourné en 1960, c'était encore trop tôt, je pense. Mais les années 70 a vraiment, je pense, c'était une décennie qui a permis de traiter des contenus de manière très crue à l'écran, et même au niveau thématique. Des thématiques dont on n'entendait pas parler, je veux dire, par exemple, la sexualité d'une enfant, dans le film L'Exorciste, auquel il est fait mention, je veux dire, il y a des scènes qui font référence à des sujets vraiment tabous. La question du diable, la question de la possession, la question de l'hémoglobine, c'est-à-dire vraiment des images où il y a du sang à profusion et où il n'y a pas de censure. Donc ça, c'était vraiment l'époque, et ça, il y a eu Massacre à la tronçonneuse, très célèbre dans les années 70 de Toby Hooper, qui parlait vraiment de but en blanc d'une famille cannibale, donc dans le sud du Texas, un peu reculé, et ce genre de thématique n'aurait pas pu être traité, je pense, dans les années 60. Et surtout quand on voit le film de manière très dérangeante, ce qui est intéressant, c'est que le film n'est pas très violent en soi, mais il y a tout qui est suggéré, et il y a des scènes vraiment limite insupportables, comme la fameuse scène du déjeuner, par exemple. Ça, c'est du côté, donc, États-Unis, mais il y a le fameux Dernier Tango à Paris, qui est, entre autres, produit par les Américains. Bon, Marlon Brando a joué dedans, le fameux Brando avec au côté de Maria Schneider. Et ça, c'est un film qui parlait vraiment d'une vision de la sexualité et de l'amour qui était complètement détachée de la morale. C'était immoral comme vision, enfin, amoral ou immoral. C'est au spectateur de juger, mais en tout cas c'était une façon de dépeindre l'amour qui était inédit, qui était dans l'air du temps quand même, bien sûr, mais ça ne serait pas passé au cinéma dans les années 60, je ne pense pas. Un film qui a aussi beaucoup marqué les esprits, c'est Bonnie and Clyde, qui a vraiment marqué un tournant. Les jeunes se sont vraiment identifiés à ces personnes qui ont été dépeintes comme des héros, alors qu'en réalité ce sont des criminels à la base. Mais les gens se sont vraiment identifiés à ces personnages et on a commencé à penser que le crime, peut-être, c'était une bonne chose. Est-ce que ça a eu une influence, vous pensez, sur les générations d'époque, ou est-ce que les jeunes, finalement, étaient déjà acquis à ces idées et c'est juste un film qui a reflété leur désir? Alors, dans le cas de Bonnie and Clyde, c'est intéressant, parce que je ne sais pas, honnêtement, je n'irais pas jusqu'à dire que les héros sont glorifiés, ou qu'ils sont perçus, dépeints comme des bons samaritains, comme des gentils. C'est plutôt, en fait, Arthur Penn, donc le réalisateur qui est vraiment innovant, soit dans la mise en scène, dans les thématiques traitées. En fait, il a vraiment décidé de traiter ces personnages, mais de façon très froide, chirurgicale. En fait, il y a une distance ironique
tout le long du film qui empêche tout jugement moral en fait sur les personnages. Donc c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est que le réalisateur n'apporte pas de jugement. Donc c'est quand même radical, je pense, pour l'époque, certes. Mais c'est un traitement qui est peut-être plus lié au documentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si, en fait, Arthur Penn donc prenait le point de vue d'un anthropologue, il nous disait « Alors voilà, je vous présente en fait le portrait d'un couple de criminels dans l'Amérique de la Grande Dépression. » Et en fait, il essaye, je pense, d'apporter aucun jugement, même si, après, oui, c'est vrai qu'il y a des scènes d'envolée lyrique, surtout la fin, le guet-apens final où les deux, ils trahaillaient. Mais c'est vrai que c'est plutôt, c'est très froid, voire chirurgical, en fait, comme distance, ça qui est intéressant. Vous avez l'air de dire donc que c'est quelque chose qui avance peut-être de façon parallèle. Les mœurs évoluent et de l'autre côté, le cinéma fait des propositions, mais c'est des choses qui avancent en même temps. Je pense, oui, temps. parce qu'en fait, au final, les producteurs, ils sont souvent opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont proposer du contenu qui se vend. Il y en a qui sont idéologues, c'est-à-dire qu'ils veulent promouvoir une certaine idéologie. Je pense que c'était le cas de Warren Beatty, donc l'acteur qui joue Clyde dans le film, qui était producteur, qui a produit donc Reds et Bulworth, par exemple. Je crois qu'il a réalisé Bulworth aussi. Mais lui, je crois qu'il était plutôt de gauche, clairement trop limite socialiste. Je connais pas bien sa vie, mais c'est possible. Donc lui, il avait une idéologie, donc il voulait faire la promotion. Et l'époque lui autorisait. Mais je pense que la majorité des producteurs, c'était plus par opportunisme. Faire de l'argent avec du contenu qui parle à une certaine génération. En tout cas, l'auteur et producteur Ben Shapiro, que vous connaissez bien, a mené des entretiens avec de nombreuses célébrités, des producteurs d'Hollywood. Donc lui a écrit un livre intitulé Propagande en direct, la vraie histoire d'Hollywood. Et dans ce livre, il soutient que le monde d'Hollywood reconnaît sa discrimination anticonservatrice et que le fait d'avoir un point de vue qui est différent du progressisme, c'est vraiment un frein à une carrière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Malheureusement, je pense qu'il a raison. Je pense pas que ça ait beaucoup changé. D'ailleurs, on parle de Ben Shapiro, mais le Daily Wire, donc sa compagnie, a récemment, je crois, recruté une certaine Brad Cooper, qui est donc chroniqueuse de... Je crois que l'émission s'appelle The Comment Section, sauf erreur. Elle est actrice à l'origine, mais comme elle est conservatrice, elle pouvait pas continuer ça, elle pouvait pas avoir de carrière à Hollywood. Donc elle a dû aller au Daily Wire ou avoir d'autres projets à côté, mais c'est vrai que, clairement, je pense que c'est un frein, ouais, encore aujourd'hui. Concrètement, cette personne, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire, cette jeune femme, pour avancer dans le cinéma? Je connais pas bien sa vie, mais il me semble qu'elle a participé à des castings, n'est-ce pas? L'ennui, c'est que je pense qu'elle ne supportait pas de devoir cacher ses valeurs. Parce que c'est vrai que c'est étouffant de devoir se cacher, n'est-ce pas? De toujours dissimuler, de porter un masque et tout. On a envie, si possible, on a envie d'être soi-même. On a envie d'être dans un environnement où on peut librement échanger de manière vive, certes, des fois, mais tout de même. Et c'est vrai qu'Hollywood, peut-être, je pense aujourd'hui ne le permet pas. Oui, vous disiez tout à l'heure, Hollywood est de gauche, voire d'extrême gauche. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ça? Pour les films actuels, en tout cas, je peux vous dire que le réalisateur de Get Out, donc Jordan Peele, qui est c'est un très bon réalisateur, hein, ça je vais pas remettre en question ses qualités narratives, ses talents d'artiste. Mais c'est vrai qu'il a quand même déclaré récemment qu'il se voyait pas présenter un homme blanc, genre comme personnage principal, comme le héros de son film. Ça sent comme l'idéologie à plein nez, c'est moins qu'on puisse dire. Un autre exemple que je peux citer, c'est celui de Spike Lee. Même si Spike Lee, lui, il est un peu plus vieux et puis il a commencé sa carrière dans les années 80-90, je crois. Lui, il a une idéologie qui est très forte, ouais. Il est tellement forte que sur un plateau télé, après c'est peut-être l'opportunisme, je ne sais pas, mais il a quand même déclaré que Donald Trump, on se souviendrait comme Hitler à l'avenir. Je veux dire, pour retenir ce genre de propos, alors je m'excuse, mais si on compare Donald Trump à Hitler, alors dans ce cas, Hitler, il était pas si mauvais. Mais c'est le genre de propos qu'on peut entendre. Après, Robert De Niro, excellent acteur aussi, mais sur la scène, je crois des Oscars, déclare que Donald Trump va se faire je vous laisse deviner le reste du terme, je veux dire fièrement, en levant les bras et tout le monde l'applaudit. Je trouve que c'est un mauvais signe pour notre époque, c'est une dégradation des mœurs quand même. Je pense qu'il y a quelques décennies, on n'aurait pas imaginé quelqu'un qui insulte un président américain, quand même qu'on l'aime ou pas, qu'un président américain de cette manière.
Le producteur Lawrence Bachman a un jour déclaré « Les documentaires renforcent les convictions de ceux qui sont déjà convaincus. Les films de fiction convertissent ceux qui ne le sont pas encore. » Est-ce que vous partagez cette conviction? Et si oui, comment est-ce que vous expliquez le fait que les films, que le cinéma exerce une telle influence sur les mentalités? Je ne sais pas si je suis d'accord avec cette déclaration, mais ce qui est fort possible, c'est que lorsqu'on regarde un documentaire, on se base sur la prémisse que c'est vrai, ce qu'on voit. Un exemple que je peux citer, c'est si on regarde sur Netflix, il y a eu un documentaire qui a fait grand bruit, qui a eu beaucoup de succès, c'était Making a Murder. Donc en fait, c'était sur apparemment un assassin du Wisconsin. Et en fait, le documentaire était tourné de sorte, je suis désolé, je ne connais pas le nom de l'assassin, mais il était tourné de sorte à ce qu'on croit que cet accusé soit vraiment l'objet d'un complot de la part des autorités, de la police et de la justice. Or, il y a un autre documentaire historique qui s'appelle Convicting a Murder, qui est sorti sur le Daily Wire, qui est présenté par Candace Owens, donc qui est une de leurs chroniqueuses. Et là, justement, en fait, le film montre, il essaie d'être plus un documentaire, donc, qui essaie d'être plus intellectuellement honnête en disant, attendez, donc oui, dans cette affaire, il y a eu telle et telle chose, mais on va vous montrer le reste des éléments aussi qui n'ont pas été évoqués. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il y a des documentaires qui sont à charge, et en fait, qui jouent avec la naïveté du spectateur. Donc ça, c'est pour le documentaire. C'est vrai qu'un documentaire, souvent, se veut pour but d'informer de manière objective le spectateur. Pour les films de fiction, en revanche, il est tout à fait assumé qu'on raconte une histoire qui est pas forcément arrivée. Avec des personnages, avec des événements, une tragédie, une comédie, cela dépend. Mais c'est vrai qu'un film de fiction, disons, peut, grâce aux émotions vives qu'il suscite, par l'image, la musique, les acteurs, peut influencer souvent le spectateur afin qu'il adopte un certain point de vue sur l'affaire. On parlait de Bonnie and Clyde tout à l'heure. Malgré la réalisation plutôt saupoudrée, si j'ose dire, de distance ironique de la part d'Arthur Penn, je pense que beaucoup de spectateurs, quand ils voient le film, parce que c'est Warren Beatty et Faye Dunaway, donc qui sont les deux acteurs, les protagonistes du film, donc qui interprètent Clyde, Bonnie et Clyde, c'est vrai qu'ils sont sympathiques. On est avec eux, on partage leur souffrance, on est témoin de leur souffrance et de ce qui leur arrive. Donc on est sympathique à leur égard forcément. Mais oui, donc c'est vrai que la fiction a ce pouvoir d'influencer par les émotions qu'elle suscite, je pense. Ouais. Je sais que vous avez écrit un article sur un film qui est sorti récemment, c'est Barbie. Vous avez parlé de son aspect formel, mais aussi de son aspect idéologique. Est-ce que vous pourriez évoquer ces deux points? Je vous avoue que ça n'a pas été facile d'écrire ces critiques, parce que de prime abord, je ne cache pas, c'est mon rédacteur en chef qui m'avait demandé de parler du côté formel, des vertus, si j'ose dire, purement cinématographiques du film. Sauf que dans le cas de Barbie, disons que l'idéologie était tellement omniprésente dans le film que c'était impossible de passer à côté. Je m'explique. Pourquoi je dis que c'est omniprésent? En fait, l'idéologie donc féministe d'aujourd'hui, est tellement importante que ça influence le type de personnage qu'on y trouve. En fait, Barbie, et ça je l'écris dans ma critique, c'est quand même un bon film. Hein. Il y a beaucoup d'humour. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, même s'il y a des fois des côtés qui me gênaient un peu parce que l'idéologie était trop présente. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un bon film avec une belle histoire, avec des moments où j'ai bien souri. C'est une quête un peu acidulée, c'est rose bonbon et tout, et c'est marrant à voir, c'est quand même assez, on va dire, délirant, loufoque. Mais c'est vrai que l'idéologie est tellement présente qu'en fait que les personnages en soi, je les trouve pas assez profonds, et ils sont plus là en fait pour justifier, pour incarner en fait des idées sociétale, politique, que vraiment des personnages avec une psychologie profonde, comme on aimerait voir dans un film, je pense. En fait, ils sont plus là pour pour justifier, on pourrait dire, l'idéologie que, je pense que la réalisatrice voulait faire passer, quoi. Ça, je trouvais dommage. Mais ça, c'est le problème des films à thèse. Féministes, certes, et puis surtout de faire passer le message que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour se réaliser. Finalement, les hommes, bon, ils sont pas très utiles. Bon, ils sont gentils, ils sont là, ils sont présents, ils existent comme ils peuvent, mais ils sont pas nécessaires, quoi. En gros, c'est ça le message du film. Même si, ce qui est plus subtil qu'il n'y paraît, c'est que
cette utopie de Barbieland où les femmes ont le pouvoir et où elles semblent être heureuses, on va dire irréprochables tous les jours, ce n'est pas non plus souhaitable. Parce qu'un monde trop parfait ne permet pas l'épanouissement de l'individu, ne permet pas son émancipation, en fait, véritable. Et ça, il y a ça comme message dans le film, ça je trouve plus subtil et c'était une bonne surprise. Vous avez parlé de nombreux films américains qui influencent, disons, progressivement, qui ont contribué à une lente évolution du changement des mœurs, des idées, etc., sur une longue période. Est-ce que selon vous, le cinéma a aussi la possibilité d'influencer de façon plus radicale, plus rapide, plus ciblée une société donnée, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples historiques de films de propagande, par exemple, qui auraient renversé l'opinion publique de façon brusque? Alors c'est drôle, en plus c'est un documentaire, ce que je vais vous citer. Le documentaire s'appelle... En plus c'est un des premiers films de William Friedkin, donc celui qui a fait L'Exorciste. Il me semble que c'est James Crubbs vs. The People, donc qui n'a pas été traduit en français. Donc Crubbs contre les citoyens, contre la population. En fait, il s'est trouvé que c'était apparemment donc un noir américain accusé à tort d'un meurtre. C'était dans l'état de l'Illinois, parce que c'est d'où venait Friedkin. Et il a été condamné à mort et en fait, il attendait d'être exécuté sur la chaise électrique. Et en fait, Friedkin, en réalisant ce documentaire, bon, à charge, pas à charge, mais on va dire, avec pour but de l'innocenter, le film a tellement été efficace, il était tellement réussi, qu'en fait, le gouverneur de l'État l'a vu, et je pense qu'il peut le faire, et a fait annuler la condamnation, donc, de l'accusé, en fait. Donc le film a été tellement efficace, tellement éloquent, tellement émouvant que ça a innocenté un potentiel criminel. Je sais pas si la personne en question était vraiment un assassin, j'ai pas assez suivi. Mais en tout cas, ça l'a empêché de passer sur la chaise électrique, quoi. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut citer, avec des conséquences concrètes sur la vie de quelqu'un. Et en lien avec les régimes peut-être autoritaires qu'il y a eu dans le monde, le communisme, Russie, est-ce qu'il y a eu des films qui ont servi à influencer les gens, selon vous, et à radicaliser la société? Honnêtement, un des exemples qu'on peut citer, c'est celui du Cuirassé Potemkin, réalisé par Sergei Eisenstein. Donc Eisenstein, il faut savoir que c'était un peu le David Griffiths, donc David Griffiths qui était l'américain, un des réalisateurs américains qui a contribué à inventer le montage, à inventer le langage cinématographique. Eisenstein, il l'a fait, mais en Russie, du côté soviétique. Et lui, en fait, avec le Cuirassé Potemkin, donc il s'est basé sur une histoire vraie qui s'est déroulée en 1905. En fait, il raconte la mutinerie sur un cuirassé du tsar. Donc, une mutinerie qu'il y a eu contre les officiers, en fait. Et cette mutinerie, en fait, elle a été lancée par des ouvriers, donc, insatisfaits. Enfin, des matelots insatisfaits, en fait. Et cette mutinerie sur le cuirassé, en fait, on pourrait dire, provoque, en fait, une révolution générale dans tout le pays. En fait, c'est ça que le film montre. Pour montrer en fait la puissance de la révolte ouvrière, la puissance de la solidarité, etc. Donc il y a une idéologie claire, c'est un film bolchevique. Mais je pense que le film en fait a été efficace. Bon, c'est un très bon film, hein, malgré l'idéologie, mais je pense qu'il a été efficace dans la légitimation de la révolte communiste, de la révolte bolchevique, et a permis en fait de réaffirmer sa nécessité, je pense. Sa nécessité, vraiment on pourrait dire, la fonction vitale que la révolution a rempli dans l'établissement, en théorie, d'une société plus juste. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Lénine, en fait, s'est beaucoup intéressé au cinéma parce qu'il a très vite vu le potentiel, en fait, de propagande, le potentiel que le cinéma avait de susciter des émotions vives chez le spectateur et donc de le manipuler aussi. Vous avez parlé du cinéma d'Hollywood, vous avez parlé de diverses productions à l'étranger qui ont influencé les gens, qui ont fait de la propagande. On va passer maintenant à un pays qui concerne directement nos téléspectateurs, la France, un pays réputé pour son cinéma d'auteur, pour ses festivals prestigieux et dont les productions cinématographiques jouissent d'une renommée internationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si les phénomènes que vous avez évoqués au cours de cette interview se reflètent également en France? Est-ce que le cinéma français a aussi une portée idéologique? Il est certain que l'évolution du cinéma en France suit des logiques, suit peut-être une logique, je pense une logique similaire. Parce qu'aux États-Unis, en fait, la raison pour laquelle le nouvel Hollywood, donc ce mouvement cinématographique, cette nouvelle tendance qui a émergé surtout à la fin des années 60, d'ailleurs, certains considèrent Bonnie and Clyde comme le début du nouvel Hollywood,
avec des styles différents, des thématiques traitées de manière plus brutale, plus on va dire, ouais, disons plus explicite. Donc en fait, ce changement, je pense aussi passer en France, dans la mesure où la nouvelle vague française, en fait, donc incarnée par Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette, tous ces réalisateurs, en fait, traduisent une volonté de changement dans le langage cinématographique et dans les histoires qu'on raconte. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces réalisateurs étaient critiques de cinéma, pour les cahiers du cinéma. Donc en fait, c'était des cinéphiles avides, des gros gourmands de la pellicule, si j'ose dire, et qui avaient vraiment un amour, enfin vraiment viscéral pour ce langage cinématographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, il y a eu un cinéma français pendant la guerre, pendant l'occupation, mais c'était un cinéma qui était plutôt restreint, contraint, par des raisons évidentes, n'est-ce pas, par la présence de l'occupant nazi. Donc la nouvelle vague, ça a été vraiment en fait un cinéma qui a voulu, comme un vent de fraîcheur, et qui s'accompagne de changements technologiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait du matériel pour filmer à l'extérieur beaucoup plus. Si on regarde un des films étendards de la nouvelle vague, Les 400 coups, qui est un film vraiment magistral, magnifique, très touchant, de François Truffaut, son premier long métrage. C'est un film qui est largement tourné en extérieur. D'ailleurs, l'acteur principal, Jean-Pierre Léaud, qui est décédé il y a quelques années, jouait son premier rôle et il avait quoi, peut-être 14 ans, c'est comme ça, donc c'est assez touchant de le voir. Et c'est un film qu'il faut le revoir, je pense qu'il faut voir et revoir vraiment à l'envie. Et c'est vrai que c'est un film pour moi qui représente bien en fait cette envie d'un côté un respect illustre pour les anciens cinéastes. D'ailleurs Truffaut adorait Hitchcock. Il y a tout un entretien entre les deux, un ouvrage assez gros quand même, mais aussi une volonté de changement et d'innovation. Ça c'est Truffaut. Après Godard était dans la même logique, mais Godard il a été plus loin dans le radical, dans la radicalité, dans le changement cinématographique. Mais bon, Godard était plus politisé que Truffaut. D'ailleurs, il y a un magnifique documentaire qui s'appelle Deux de la vague, que je recommanderais, qui raconte vraiment cette histoire d'amitié qui a pris fin de manière brutale et on va dire amère entre Godard et Truffaut en fait. Parce que Truffaut voulait surtout continuer le cinéma pour l'art, il était surtout intéressé par le côté artistique, alors que Godard beaucoup plus par le côté idéologique. On parle d'idéologie, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que s'il y a un changement, comment je pourrais dire ça, une infusion de la politique, on va dire, plus radical dans le cinéma, ça serait plus à Godard qu'il faudrait l'attribuer, en tout cas au niveau du cinéma français. C'est pas le seul, mais c'est vrai qu'il a beaucoup contribué à cela. Et c'est vrai que la nouvelle vague a clairement bouleversé le cinéma français dans la façon de le créer, dans les histoires racontées, dans la façon de filmer, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Bonnie and Clyde, quand il est sorti aux États-Unis, il a pas eu beaucoup de succès. Il est resté 2 semaines en salle. Les producteurs de la Warner étaient scandalisés de voir ça. Ils disaient, c'est quoi ce film grotesque, affreux? Ils ont sorti en catimini, voilà, 2 semaines, il est resté, ils l'ont retiré. Et quand le film est arrivé en Europe, entre autres en France, il a été adulé. Les Européens ont adoré ça, et en conséquence de ça, la Warner a décidé de le reprojeter aux États-Unis. C'est intéressant. Et il y a plusieurs cas, en fait, où la France, par exemple, notamment les cahiers du cinéma, ont contribué soit à populariser un film qui était passé inaperçu, Bonnie and Clyde, par exemple. C'est fou de se dire qu'il était passé inaperçu à l'époque. Bon, bref. Comme quoi, mais aussi un réalisateur que vous connaissez peut-être, John Cassavetes. Lui, par exemple, son talent, ou je sais pas si je veux dire potentiel, on va dire ça, il a surtout été révélé par les cahiers du cinéma. Parce qu'il était passé inaperçu aux États-Unis à l'origine aussi. Donc c'est intéressant la manière dont certains critiques, notamment les critiques français, avec tous les reproches qu'on peut leur faire, ont contribué à enrichir le patrimoine cinématographique et à la promotion de certaines voix qui seraient peut-être restées inaudibles. À l'inverse, par contre, ils ont aussi discriminé, ou comment pourrais-je dire ça, fustigé certains réalisateurs dits trop classiques, comme Richard Brooks, par exemple, qui a réalisé Elmer Gantry et Bas les masques avec Humphrey Bogart, un magnifique film sur la liberté de la presse d'ailleurs, c'est pour le voir. Ou George Stevens aussi, qui a réalisé Une place au soleil et Giant, dernier film avec James Dean, entre autres. Mais ces réalisateurs trop classiques, trop conventionnels, par exemple, avaient été ignorés par les cahiers du cinéma. Donc il y a eu du mauvais aussi. Il y a les deux, n'est-ce pas? Ombre et lumière, comme d'habitude. Vous avez laissé entendre que Godard faisait du cinéma idéologique. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Bon, après, il faut savoir que Godard a plusieurs périodes. Quand il a commencé avec À bout de souffle, c'était des films assez
ludique, parfois enfantin comme ça, mais assez, on va dire, de divertissement encore. On commence à voir des innovations au niveau du montage, au niveau de la narration, certes, mais c'est vrai que sa volonté d'introduire la politique dans ses films s'est fait un peu plus tard. Surtout dans la fin des années 60, entre autres après mai 68, pour des raisons qu'on connaît. Mais Godard, c'est vrai que c'est quelqu'un de... Ce qui est fascinant chez lui, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui a le plus illustré ce paradoxe entre l'amour des anciens, la fascination qu'il avait pour Fritz Lang, entre autres, ce réalisateur allemand qui joue dans Le Mépris d'ailleurs, qui joue le réalisateur incompris, qui est vieux, qui essaie d'adapter l'Odyssée au cinéma, mais qui est toujours contraint, qui est toujours frustré par ce producteur américain qui est très bien joué. Donc vraiment, c'est l'éternel. Chez Godard, il y a pas mal cette thématique. C'est vraiment l'artiste, en fait, opprimé, si on peut dire, par le producteur. Et cette relation malsaine, si on peut dire, entre réalisateur et producteur, c'est vrai que le Nouvel Hollywood, les réalisateurs du Nouvel Hollywood, comme Scorsese, Coppola, Spielberg, Robert Altman, je crois aussi, ça les a marqués aussi. Ils ont pas mal, ils y ont fait référence d'une certaine manière, et puis ça les a vraiment, on va dire, préoccupés pendant leurs activités. Entre autres Coppola, en fait, qui a dû se battre contre des producteurs pendant le tournage du Parrain, par exemple. Bon, bref. Mais oui, Godard, en fait, donc oui, il y a un amour pour la tradition, le cinéma classique qu'il adore, des années 30, Howard Hawks, Frank Capra, Lubitsch, Cecil B. DeMille, tout ça, il adore ces films. Mais d'un autre côté, il avait ce côté anarchiste, réfractaire, qui voulait absolument, on pourrait dire, détruire ce qui était traditionnel pour créer du nouveau, parfois même pour redéfinir, si on peut dire, le langage cinématographique. C'est surtout très voyant avec ses derniers films, entre autres Adieu au langage, qu'il a réalisé avant de décéder. Mais ça, Godard, c'est vrai que qu'on l'aime ou pas, c'est un cinéaste essentiel dans l'histoire du cinéma, et ouais, je pense qu'on peut pas faire sans, quoi. Mm-hmm. Je pense aussi au film La Chinoise, c'est... Avec Jean-Pierre Léaud aussi. Exactement, et qui soutient une idéologie forte, enfin, qui a vraiment un lien avec la révolution en Chine, et qui veut l'amener en Occident. Est-ce que vous pensez que ce film, qui est quand même une icône, a influencé les gens à l'époque, les jeunes? Alors peut-être qu'il a influencé les jeunes. Après, j'ai encore envie de dire qu'il traduisait, on pourrait dire, sur pellicule, la mentalité du moment, n'est-ce pas? C'est un film qui date de 68 ou 69, je sais plus. Mais c'est un film, en fait, qui est vraiment, on pourrait dire, un réquisitoire contre l'administration, contre le gouvernement gaulliste. Entre autres, André Malraux, qui était le ministre de la Culture à l'époque et qui avait fait licencier Henri Langlois, qui était donc le directeur de la Cinémathèque française. Et à la suite de ce licenciement, il y avait une manifestation, en fait, assez, on pourrait dire, gargantuesque, fomentée, ou plutôt organisée, par Jean-Luc Godard, Truffaut. Et ils avaient invité des amis cinéastes comme Nicholas Ray. Nicholas Ray, qui était un cinéaste américain et qui a entre autres réalisé La Fureur de vivre avec James Dean. C'est intéressant de voir les influences, le réseau, si on peut dire. Fureur de vivre, qui est aussi un film qui parle de liberté, de la jeunesse, d'émancipation. Exactement, ouais. Moi, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Pour être honnête, c'est un film qui me fascine. Je l'ai vu, je sais pas, 10, 15 fois, je sais pas. Je peux le voir à l'infini. Mais c'est vrai que c'est un film qui est... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est La Fureur de vivre en français. Je pense que la traduction est bonne. Mais si on considère le titre original, Rebel Without a Cause, je pense que c'est plus parlant. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils sont rebelles. Ok, certes. Mais contre quoi? Contre qui? Ils le savent pas eux-mêmes. C'est comme si, en fait, ils bénéficiaient de cette énergie vitale. Nietzsche qui dirait ça. Énergie vitale qu'ils ne savaient pas canaliser, qu'ils ne savaient pas exprimer autrement, en fait, que par des comportements, on va dire, déviants, en tout cas, surprenants à bien des moments. Mais c'est vrai que c'est un film où les personnages sont en fait contre la tradition et contre la vie de leurs parents qu'ils considèrent banale, ennuyeuse, hypocrite. D'ailleurs, hypocrisie que le personnage de Dustin Hoffman dans Le Lauréat, dont il se rend bien compte aussi. Donc c'est intéressant, il y a vraiment des ponts dans les thématiques, bien sûr. Même si La Fureur de vivre, on pourrait dire c'est bien avant le Nouvel Hollywood. Le Lauréat date de 67, il me semble. La Fureur de vivre, c'est 55, c'est 10 ans avant. C'est vrai que c'est marrant d'établir des parallèles comme ça. Monsieur Chalvani, merci beaucoup pour votre rapport aujourd'hui, c'était très intéressant. Merci à vous, merci, avec plaisir. Et j'espère à très bientôt pour une nouvelle discussion. Merci.